Elle est présidente de l'ITA.co, coprésidente de FEST et vice-présidente de Moves. Merci d'accueillir sur scène Eva Sadoun. Bonjour à tous, je suis Eva Sadoun et depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, mon combat à moi, c'est la finance. Ça peut paraître un peu surprenant, mais je suis un enfant de la crise, donc j'ai eu mon bac en 2008. Et quand j'ai assisté en fait à cette espèce de cataclysme global qui était même plus impactant et plus fort pour certains que certains attentats ou que certaines crises géopolitiques, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui dysfonctionnait. Comment est-ce qu'un secteur qui paraît être si éloigné des gens, si peu compris, a un impact si fort sur le quotidien de chacun et surtout sur nos économies? Et comment est-ce que nos économies sont si interconnectées? Pourquoi est-ce qu'une crise qui se passe sur des marchés financiers américains a un impact si fort, notamment sur les économies européennes? Donc c'est pourquoi je me suis intéressée à ça. Il y a une deuxième raison qui fait que ce sujet m'a toujours intéressée, c'est que la finance, au-delà d'être un secteur de l'économie, marque une vraie fracture idéologique. On le voit notamment dans les campagnes présidentielles, la finance peut être mon ami ou mon ennemi. C'est grâce à la finance que je vais redonner de la croissance économique. On le voit récemment dans le cas des débats sur les retraites où on pense que la capitalisation et tout, l'introduction de ces géants financiers dans notre système vont soutenir une nouvelle croissance. Ou dans un autre cas, la finance est notre ennemi profond, on doit la taxer, on doit s'en dissocier parce qu'elle nous mène vers un effondrement. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant avec la finance. Et ce qui est mal compris souvent, c'est son lien notamment avec les cycles économiques et les cycles de croissance. Cette image, c'est l'image en 1792 de la création du New York Stock Exchange. Donc c'est assez signifiant et fascinant de voir comment une petite entreprise de quelques mâles blancs a pu devenir un système si machinique et si incompris. Et ce qu'on peut voir au moment de la création de ce système-là, c'est que malgré le fait qu'avant ça, il y a eu pas mal de crises économiques spéculatives, on se souvient de la crise de la tulipe ou d'autres cataclysmes financiers, c'est vraiment à ce moment-là que ça marque le début de la finance moderne et d'une finance généralisée. Sauf que jusqu'aux années 1920, cette finance, ces marchés financiers servaient à financer l'économie, la production, la croissance. Et puis on a eu un ralentissement dans les années 20 de la production. Et la finance est arrivée un peu comme un pompier face à ce ralentissement de la production, en développant les techniques de spéculation boursière, en rendant cette spéculation boursière accessible à tous. On met en place des systèmes de crédit pour l'achat d'actions, etc. Donc on développe ce système spéculatif et boum, effondrement. On le connaît tous. L'année 1929, la crise financière qui a complètement bouleversé l'ensemble du monde. On se souvient de ces images de femmes avec des charrettes de pièces pour pouvoir aller acheter leur pain, etc. Donc ce moment-là marque vraiment un momentum où on comprend déjà à cette époque-là que la dérégulation financière mène aux crises. Et malgré tout, derrière, on réutilise cette finance, mais à d'autres effets. Donc on essaye de la réguler, donc il y a plusieurs accords, dont Bretton Woods, qui nous permet d'indexer en fait, la valeur des monnaies sur le dollar. On essaie de mettre en place une régulation financière pour servir une économie et on réinvestit dans la production pour pouvoir permettre une surconsommation qui nous amène à une période qu'on connaît tous, la période des 30 glorieuses, magnifique, où l'ensemble du monde peut avoir accès à des produits, où les salaires sont beaucoup plus élevés, où le monde connaît une vraie croissance, on a une croissance suspendue de 5%, malgré qu'aujourd'hui on sait qu'on paye les prix de cette 30 glorieuse et que tout l'argent qui a été accumulé à cette époque et tous les progrès industriels qu'on a pu voir à cette époque, on les paye aujourd'hui. Il n'empêche, en tout cas, à ce moment-là, c'est une véritable période de prospérité où là, la finance agit comme un financeur de l'économie. Et puis, naturellement, comme il s'est passé dans les années 20, on a une baisse tendancielle en fait, des taux de profit dans les années 70 qui d'ailleurs anticipe derrière des vrais chocs économiques, des vrais chocs pétroliers dans les années 80. Et là, la finance réapparaît comme un moyen de recréer une illusion. Je mets juste un petit temps d'arrêt. Donc Marx sur une slide
au 104, c'est assez fou. J'avais envie de le faire. Parce que derrière, il faut revenir en fait, aux problématiques internes en fait, du capitalisme en soi. Le capitalisme, en fait, aujourd'hui, et la manière dont il est structuré, crée une illusion de plus-value. Le système en soi n'est pas capable de générer de la plus-value et c'est pour ça qu'il y a systématiquement, en fait, à chaque période économique, une baisse tendancielle des taux de profit qu'on essaye de recréer avec des mécanismes. Donc, dans les années 45, on a créé la surconsommation pour pouvoir recréer, en fait, de la croissance économique. Et dans les années 80, on a recréé de la financiarisation, pour créer cette illusion de croissance. Pourquoi est-ce qu'on a cette baisse en fait, tendancielle des taux de profit? C'est parce que d'une part, la machinisation mène naturellement vers un processus de baisse des taux de profit et toutes les techniques, en fait, les innovations créent une croissance et puis d'un coup une décroissance. Et aussi parce que la plus-value, en fait, selon Marx et selon moi aussi, et puis beaucoup d'économistes dans l'économie sociale, la plus-value est fictive parce qu'en fait, elle repose uniquement sur une aliénation des salariés, sur la baisse des salaires et le maintien d'une armée industrielle de chômeurs qui nous permet en fait, de continuer à générer de la plus-value pour certains et pas pour d'autres. Donc, années 70, problème de croissance. Années 80, une nouvelle solution explosant, qui nous permet une explosion totale des marchés, la financiarisation des années 80. Donc, l'image du loup de Wall Street permet vraiment de caractériser cette période où en fait on essaye de recréer une illusion de croissance. Pourquoi? Parce que pour pouvoir investir dans les entreprises et être compétitif, il faut bien générer du rendement pour les investisseurs. Donc si ce n'est pas la production et la plus-value qui permet de le faire, eh ben, c'est la finance qui le fera. Et on crée en fait tout un marché spéculatif et une financiarisation qui imprègne en fait toutes les strates de la société et qui se comporte de manière complètement enfantine. J'aime bien comparer les produits financiers et les marchés financiers aux applications de rencontres. On va vers une action, avec une action donc, ou une personne, si on fait l'analogie avec les applications de rencontres, on a une information qui est minime sur cette personne ou cette action, l'information que l'entreprise veut bien nous donner. Donc on a un marché financier qui est assez opaque, où on n'a qu'une partie de l'information, une partie parcellaire. Et puis finalement, on rentre dans cette action, donc on rentre dans le processus de rencontre avec l'autre. Et puis en fait, bien sûr, hein, on n'est jamais identique au fantasme, donc l'entreprise n'est pas identique au fantasme que l'action sur les marchés peut proposer. Donc on passe à une autre, et on passe à une autre, et on passe à une autre, et en fait on déconnecte de l'économie réelle et on cherche en fait en vain l'action d'entreprise qui nous permettra de nous apporter le plus de croissance alors que c'est complètement déconnecté de la réalité. Donc ça, c'est une vraie problématique auquel on assiste sur les marchés. Et qu'est-ce que ça crée derrière? Ça crée que vu qu'on n'est pas prêt à accepter que la réalité économique est telle qu'elle est, on va créer des produits structurés et on va créer une fausse finance qui elle-même va proposer des taux de rendement et qui est à l'image du fantasme qu'on en attend de cette finance. Et à quoi on arrive aujourd'hui en termes de réalité? C'est qu'on a un secteur financier qui pèse 4 fois l'économie mondiale. Donc en fait, on a un secteur financier qui tourne à vide. C'est un secteur financier qui lui-même s'entretient ou un secteur financier qui a financiarisé les sociétés, notamment les États, etc. Donc, cette problématique est énorme. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si on veut adresser la transition énergétique, écologique, si on veut adresser les problématiques de financement, on doit se reconnecter avec l'économie réelle. On doit accepter le fait que l'économie est telle qu'elle est, que la croissance doit être patiente et que si on reste dans cette espèce d'illusion, de fantasme du retour sur investissement, on n'y arrivera pas. Aujourd'hui, si on a envie de pouvoir financer cette transition énergétique, il y a 2 moyens. Où on fait de la création monétaire qui va vers cette transition énergétique. Donc on donne des crédits à des entreprises qui permettront de transiter vers un modèle plus durable, où on réalloue en fait les stocks qui existent sur les marchés vers des produits financiers à impact. Et pour pouvoir répondre à cette question, il y a toute une finance alternative qui s'est développée. Donc c'est des jargons qui ne sont pas très compris du grand public souvent. On entend finance responsable, impact investing, obligations vertes, finance sociale, etc.
Donc on va faire juste une mini récap sur ces différents concepts. Donc d'un côté, on a des plateformes comme celle que je représente, donc Lita.co, qui permet en fait de réallouer les fonds et l'épargne du grand public vers des projets de transition. On va avoir des banques éthiques qui vont se développer, des banques qui refusent d'aller sur les marchés financiers, d'être victimes de cette spéculation financière et qui vont garantir que les produits financiers financent l'économie réelle et dans le cas notamment de la NEF, l'économie durable. On va avoir des fonds qui vont se dire « je vais gérer les actifs financiers différemment ». Par exemple, je vais décider que si j'investis dans des entreprises qui sont cotées en bourse, des grosses entreprises, de le faire avec des critères de responsabilité, des critères environnementaux, des critères sociaux, des critères de gouvernance. Je vais sélectionner, donc il y a plusieurs méthodologies où on décide d'exclure en fait des entreprises des portefeuilles. On décide que le nucléaire, c'est pas une énergie de transition, donc on le sort des portefeuilles. On décide que ça l'est justement, on le rentre dans un portefeuille. On va décider aussi d'avoir des fonds qui vont être de l'engagement actionnarial. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est qu'on va investir dans les pires entreprises et ensuite, on va essayer au sein des assemblées générales de transformer les pratiques de ces entreprises. Parce que si on fait que de l'exclusion, si on refuse de financer Total, Areva, etc., il y en aura d'autres qui vont les financer. Donc si on veut vraiment agir pour transformer l'économie, il y a des financiers qui se disent on va investir dans ces boîtes-là et essayer de les transformer de l'intérieur. On a aussi tous des produits de finance solidaire grâce au label Finansol, où là, on va avoir des fonds de partage qui vont permettre en fait, de partager les intérêts vers des associations ou quelque chose que vous connaissez bien, je pense, le livret de développement durable. Donc, en fait, on garantit qu'à travers ce livret-là, ce seront des prêts qui seront faits à la transition solidaire et écologique. Et puis, on a aussi des labels d'État qui, derrière, permettent de garantir que tel produit ait un impact ou pas. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est l'incarnation de cette finance. Je vais revenir en arrière, si je peux. Il y a quelque chose qui, je trouve, est fondamental dans la résolution de ces problématiques. Il y en a beaucoup qui se posent la question de comment est-ce qu'on peut mesurer les impacts écologiques dans l'ensemble des produits financiers, etc. Mais en fait, tant qu'on reste sur quelque chose d'algorithmique, qui a été une vraie problématique dans la finance, tant qu'on reste sur quelque chose de désincarné, on n'arrivera pas à vraiment engager les gens dans cette transition et permettre de vraiment démocratiser la manière dont cette finance fonctionne. Il y a un philosophe qui s'appelle Emmanuel Levinas qui dit que la responsabilité qu'on peut avoir envers un sujet, que ce soit un sujet écologique, une personne ne passera que par l'incarnation. Parce que c'est en voyant la vulnérabilité de notre sujet qu'on va derrière en fait, se sentir responsable. C'est la responsabilité pour autrui. Et nous, on pense ça. On pense que c'est en mettant de l'humain et en incarnant derrière l'ensemble de l'économie, en cassant cette machine en fait, économique surintermédiée qui a fait qu'aujourd'hui, on comprend à peine quels sont les sous-jacents des produits. Et ben, c'est en cassant ça qu'on arrivera à remettre de l'humain et de la compréhension dans la finance. Donc, par exemple, nous, sur la plateforme, on permet l'investissement dans une entreprise comme 1083 qui développe toute une industrie du jean complètement localisée, qui rachète des usines, recrée de l'emploi en France et développe des produits qui sont à la hauteur et des produits textiles classiques. On a aussi des entreprises comme Tétu, où là, derrière, on va permettre aux gens de soutenir la diversité, de soutenir la démocratisation de certaines communautés et même de pouvoir accompagner, parce que Tétu font un travail formidable aussi sur l'accompagnement des personnes LGBT qui, en région, etc., connaissent une vraie exclusion. Donc en fait, avec la finance, on va même derrière s'approprier des combats sociétaux. Ou encore ISA qui crée de l'habitat partagé pour les personnes âgées, ou même encore des projets algorithmiques pour pouvoir mesurer l'impact carbone de l'ensemble de nos pratiques, etc. Donc on va en fait derrière avoir la vision clairement de l'impact de l'argent et de la finance. Et on a eu en fait envie d'aller plus loin. Parce que c'est vrai qu'à travers une plateforme qui permet de connecter à des projets, on arrive à sensibiliser les gens sur le fait que leur argent peut être utilisé autrement. Mais je pense que vous avez entendu cette stat, que en fait, votre empreinte carbone, elle est liée à 40% à l'argent que vous avez en banque sans le savoir. Et aujourd'hui, effectivement, il y a toute cette finance responsable qui se développe, mais vous avez peu de moyens de comprendre vraiment, en allant dans telle banque ou dans telle autre, en souscrivant à tel fonds ou tel autre, est-ce que vous allez avoir plus ou moins d'impact carbone ou quoi. Donc c'est pour ça qu'on a lancé un projet, ça fait 1 an et demi qu'on travaille dessus et qui va se lancer dans 2 mois, j'espère. Vous connaissez tous Yuka dans cette salle, j'imagine. Oui.
Donc l'idée, c'est de faire ce que a fait Yuka sur le milieu de l'alimentaire pour comprendre en fait les impacts que ça a sur votre santé avec la finance pour comprendre en fait l'impact de vos produits sur l'environnement, sur les entreprises, etc. Sauf que nous, on n'avait pas de base de données existante, donc on a passé 1 an à structurer cette base de données, à aller scraper les données un peu partout, à aller faire des enquêtes, à échanger encore avec les institutions financières pour qu'on s'accorde sur des standards de transparence. Et là, on va lancer bientôt cet outil qui aura pour objectif de scraper en fait l'ensemble de vos produits bancaires. Donc j'ai un compte courant dans telle banque, un livret A dans celui-ci, une assurance vie, et de comprendre la température, par exemple, l'alignement de votre portefeuille financier avec les accords de degrés, l'impact sociétal qu'il peut avoir, quelles entreprises vous financez sans le savoir, etc., pour vous rendre acteur en fait de l'utilisation de votre argent. Et en parallèle, d'avoir aussi une vision sur l'actualité financière et économique mise en perspective avec votre argent. S'il y a un incident dans telle banque ou pour telle entreprise, et savoir si vous êtes exposé avec votre épargne. Mais ça pose quand même véritablement la question du ROI, du retour sur investissement, et de casser cette espèce d'illusion de croissance. Je le répète parce que c'est ça qui est fondamental. On n'aura jamais une finance à 15% avec une économie qui doit ralentir. Sauf que ce qu'on a réalisé en développant cette application, c'est que si la finance était une boîte de gâteaux, je veux dire sur le papier, enfin sur l'emballage, vous auriez écrit... alors, il y a à peu près tel taux de gras. On pense que c'est un peu sucré comme ça, mais je ne vous dis pas qui dit que c'est sucré comme ça. Et puis, oui, bon, on utilise certaines de ces matières premières, mais je ne peux pas vous dire en quelle proportion. Vraiment, on en est à ce niveau-là dans le secteur financier d'opacité. Et c'est ça qu'il faut résoudre. Et c'est pour ça qu'une application ou un mouvement autour de ce secteur financier doit avoir comme objectif d'aller demander cette transparence d'information, parce qu'on n'arrivera jamais à transformer le secteur financier sans information, parce qu'on le sait tous que l'information c'est le pouvoir et que les gens ne se rendent pas compte en fait du pouvoir qu'ils ont. L'épargne aujourd'hui en France individuelle, c'est 5 000 milliards d'euros. C'est énorme. Et sur ces 5 000 milliards d'euros, il y a énormément de cette épargne qui finance notamment la dette de l'État ou des très grandes banques. Et sans cette épargne, notre État français, certains États européens et certaines entreprises ne pourraient pas subvenir à leurs problématiques, à leurs besoins, à leurs besoins de financement de dette et leur financement de trésorerie. Donc le grand public, les particuliers, ont un pouvoir énorme d'influence sur ce secteur financier et même un pouvoir politique énorme. C'est même, je dirais que c'est même aussi fort qu'un droit de vote, en fait, le pouvoir que les gens ont avec simplement l'argent qu'ils ont sur leur livret A. Sauf que les gens ne s'en rendent pas compte. Et je voulais finir cette conférence avec une image. Donc, je ne sais pas si vous reconnaissez la personne derrière. En fait, ça c'est le Adam Smith qu'on pense connaître. Adam Smith, donc le père de l'économie néolibérale, connu pour sa théorie disant que nous sommes une foule d'êtres égoïstes et que la seule manière d'arriver à une harmonie de la société, c'est chacun d'être individualiste, et derrière on arrivera grâce à une main invisible, à une espèce d'harmonie globale de la société néolibérale. Eh bien, ce père de l'économie néolibérale, on le connaît mal. Ce père de la richesse des nations, qui est son texte fondateur, qui justifie énormément de thèses microéconomiques, financières ou économiques, on le connaît mal parce que le vrai Adam Smith, qui a travaillé vraiment sur l'individu et la théorie moraliste, pour Adam Smith et dans la théorie des sentiments moraux, ce qui guide le jugement d'un individu, ce n'est pas son égoïsme, c'est son empathie. Tous les travaux d'Adam Smith sur vraiment ce qui va permettre de mouvoir un agent économique dans la société, c'est son empathie. Donc il y a vraiment une question métaphysique sur le fait qu'aujourd'hui, on a même une mauvaise vision en fait, métaphysique fondamentale de ce qu'est l'agent économique, cet homo economicus, où on nous a dit que c'était un être rationnel égoïste et qu'on devait agir pour pouvoir permettre à cet être rationnel égoïste de se mouvoir dans la société. Donc pour finir, je dirais que le combat est énorme. Il nous faut 1 000 milliards par an pour pouvoir financer cette transition sociale et écologique. C'est l'évaluation. 180 milliards en France pour faire ces investissements. Sur 5 000 milliards d'épargne, finalement, on se rend compte que ce n'est pas si énorme que ça. Et que si on passe tous en action, la réorientation de nos flux financiers peut être un moyen fondamental pour pouvoir transformer cette finance et rendre cette finance
verte et je dirais même violet. C'est parce que c'est une finance qui alliera du coup les enjeux sociétaux et écologiques. Merci beaucoup.